Espace TV, le 22h. Merci, mesdames et messieurs, de votre fidélité à Espace TV, où que vous nous suivez dans le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Œuvrer ensemble en faveur d'un monde meilleur, inclusif, équitable et durable pour tous, où les droits des personnes handicapées sont pleinement respectés. C'est en substance le message du secrétaire général des Nations Unies à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. En Guinée, cette journée n'est pas passée inaperçue. Cellou Dalein Diallo, accueilli triomphalement à Conakry après sa réélection au poste de vice-présidence de l'Internationale libérale à Dakar, le retour du leader de l'UFDG en image dans ce journal. Les récents propos du Kuntigui de la Basse-Côte passent mal au sein de la classe politique guinéenne, même si les avis sont partagés. De nombreux leaders rejettent son discours sur la vente des terrains de la Basse-Côte aux étrangers. Réaction suivante. Autonomiser les personnes handicapées, assurer leur participation et garantir l'égalité des chances pour tous, c'est sous ce thème que la Guinée, à l'instar des pays membres des Nations Unies, a célébré la Journée internationale des personnes handicapées, une occasion pour le gouvernement de porter un regard attentif sur les conditions de vie de cette couche vulnérable. En Guinée, c'est la Blue Zone de Kaloum qui a servi de cadre à la cérémonie. Marème Fodé Camara, Lamine Silla pour le compte-rendu. Membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers étaient tous réunis autour des personnes handicapées pour réaffirmer leur détermination à œuvrer ensemble en faveur d'un monde meilleur, inclusif, équitable et durable pour tous, où les droits des personnes handicapées sont pleinement respectés. Le handicap souvent est très injustement confondu à des notions désobligeantes comme la mendicité. Nous sommes heureux de constater que ce thème fait partie des grands débats. L'inscription de l'entrepreneuriat et de l'emploi des personnes handicapées dans le Programme national de développement économique et social PNDS a été le point de départ de ce regain de considération pour le handicap. Le directeur PIPNUD a mis l'occasion à profit pour exposer la situation des personnes handicapées avant de remettre un lot de matériel informatique au gouvernement. Ce matériel est destiné aux organisations fêtières des handicapés. Le Premier ministre Gassori Fofana, qui a présidé la cérémonie, s'est dit très ému. Il a ensuite annoncé l'adoption très prochaine de la loi portant sur la protection et la promotion des personnes handicapées. Monsieur le président de la République, François Lafakoné, s'est engagé à offrir les conditions de santé à tous les Guinéens de tous les bords confondus. L'adoption de la toute première loi portant protection et promotion des personnes handicapées et son adoption par le chef de l'État sont des preuves de la détermination de l'État à réduire les inégalités entre les citoyens. Ces personnes handicapées attendent impatiemment l'adoption de cette loi qui prévoit leur prise en compte. Nous attendons que l'État fasse beaucoup dans la vulgarisation, notamment la loi portant protection et promotion de la personne en situation de handicap. La prestation d'un groupe de personnes handicapées sur les maux dont souffre cette couche a mis fin à la cérémonie. Et à l'occasion de cette journée, un match d'handisport a été organisé à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry par Fitima Guinée, une manière de soutenir les personnes porteuses d'handicap, de montrer leur talent. Et vous allez le voir, elles ont relevé le défi sur un fauteuil roulant. Le reportage est signé Mamadou Saliouba Aboubakar Din Kamara. À l'école, à l'atelier, tout comme au bureau, les personnes en situation de handicap peuvent relever des défis. Image symbole de cette réalité, ce match de basketball organisé à l'occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées. Impossible de les rivaliser sur un fauteuil roulant, un message fort envoyé à tous. C'est un peu mettre en valeur, mettre en lumière leurs capacités, leurs compétences, pour dire au monde on n'est pas handicapé pour être définitivement mendiant, pour être à la merci des autres. On peut bien vivre de notre propre talent. Handicapé, mais capable de surmonter des épreuves. Avec ce match organisé par Fitima Guinée, en partenariat avec le Comité national paralympique, les personnes porteuses d'handicap sont valorisées. Elles veilleront sur l'application correcte de la loi portant protection et promotion des handicapés, récemment promulguée. Cette loi a prévu, entre autres, dans ses dispositions, l'accessibilité,
des personnes en situation de handicap aux infrastructures de base, aux infrastructures sociales, aux infrastructures administratives, aux infrastructures routières, donc aux bâtiments, donc la prise en compte de leurs préoccupations donc, à tous les niveaux de la société, et aussi l'employabilité des personnes en situation de handicap qui est surtout très important. Dans la compétition, certains joueurs n'ont aucun défaut physique. Ils ont participé, disent-ils, pour intégrer les handicapés, mais aussi comprendre leurs difficultés. Nous on joue au basket, arrêtez, mais et ils s'assoient sur ça pour jouer. Donc c'est pas facile. Moi-même j'ai vu vouloir pousser et jouer, c'est pas réellement facile, c'est pas facile. Être handicapé ne devrait pas rimer avec mendicité, chômage ou exclusion sociale, ont lancé les organisateurs. Récemment, les athlètes ont envoyé 2 médailles d'or à la Guinée. Autant dire que dans certains domaines, les personnes en situation de handicap physique ne peuvent pas être rivalisées. Cette journée, c'est aussi l'occasion de mettre en lumière les difficultés que rencontrent ces personnes vulnérables. Nous nous sommes penchés sur le Centre national d'orthopédie de Guinée, qui est aujourd'hui dans un état de vétusté très avancé. Du bâtiment aux machines de production en passant par la matière première, tout est archaïque. Un autre défi de ce centre, c'est le rajeunissement de son personnel. Un projet de construction de nouveaux locaux lancé en 2013 par le gouvernement peine encore à s'achever. Idrissa Bari, Djibril Kaba Kamara ont fait une immersion dans ce service. Voici leur constat dans ce grand format. Fruit de la coopération germano-guinéenne, le Centre national d'orthopédie de Guinée a été créé en 1972. Depuis, ce centre socio-sanitaire dispense des soins en faveur des personnes en état d'incapacité. Sa mission est d'assurer la fourniture des appareils orthopédiques pour les personnes victimes de handicap et de malformations. Quand vous apprenez que les handicapés font des activités, ils se déplacent, la mobilité est facile, c'est parce que nous avons contribué. Et par exemple, l'éducation des personnes handicapées, nous prenons un enfant à terre, on lui donne un appareil, il s'en va à l'école. Sinon, une femme qui peut porter son enfant au dos, handicapé au dos que pendant peut-être 3 ans. Mais après les 3 ans, elle ne peut plus s'il est handicapé. Donc nous le dotons d'un appareil pour lui faciliter la mobilité et on l'amène à l'école. Malgré la volonté et la bravoure des techniciens d'aider les patients, le Centre national d'orthopédie est aujourd'hui dans un état de vétusté très avancé. Dans la salle de production des appareils, les machines qui y sont datent de la Seconde Guerre mondiale. La seule machine neuve dans cette salle est ce four électrique offert au centre par Handicap International. Le principal obstacle du CENO reste l'acquisition de la matière première. Il y a trop duré après la guerre, parce que ça, on a eu ça depuis 77, 76, 77. Que la machine là est venue, mais ça a trouvé qu'elle a déjà travaillé avant de l'envoyer ici par la RDA. Elle fait la finition des travaux orthopédiques, des chaussures et tous travaux de grattage, on envoie ça ici. Ça gratte et ça polit pour rendre très lisse. Et lui maintenant, il fait le cirage. Il cire. Il fut un temps, il y en a eu quelques dons avec Handicap International qui nous a aussi donné des machines, vous voyez, telles que les fours qui sont là, c'est avec Handicap International. Et il y a aussi anciens combattants aussi qui est venu au secours. Vous voyez, au moment où on fabriquait les appareils orthopédiques pour les anciens combattants. Mais vous savez maintenant, quelles sont les difficultés? Nos difficultés ici que nous rencontrons, franchement, il y a la matière première. Vous voyez l'état du centre d'abord, parce que vraiment le centre, nous sommes en plein chantier comme ça, vous voyez. Donc il faudrait quand même qu'on arrive à finir vite notre centre, et équiper notre centre aussi, parce qu'on ne peut pas encore prendre ces machineries, ces vieillir-là et mettre dans les nouveaux bâtiments. Un autre souci de la direction générale, c'est le vieillissement des agents du personnel du centre. Pierre-André Thomasen est le seul bandagiste du pays. Aujourd'hui, il tend vers la retraite et la question de la relève se pose. C'est lui qui fait, après la fabrication des appareils, tout ce qu'on donne comme esthétique, la forme au niveau des appareils, des prothèses, c'est lui qui donne.
N'ayant pas de matière première pour la production de prothèses, le Centre national d'orthopédie de Guinée est obligé de faire la commande à Lomé. Pourtant, la demande en appareils orthopédiques du pays est forte et les techniciens restent parfois impuissants à satisfaire tous les patients. Le seul partenaire du centre reste l'UNICEF. La directrice lance un appel aux partenaires techniques et financiers pour un appui. Je voudrais exhorter l'ensemble des partenaires aussi au développement et des personnes de bonne volonté de notre pays pour soutenir les CNO. Bon, car les gens que nous aidons, ils sont des pauvres. Tout ce que nous faisons ici comme prestation, des fois ils n'ont rien à payer. Ils viennent, ils pleurent. Des fois si on n'a rien, ils pleurent. Et nous sommes très sensibles puisque nous sommes un département de protection sociale. On est obligé de les écouter, de trouver les moyens. Malgré toutes ces difficultés, l'État, à travers le budget national de développement, a initié en 2013 un projet de construction et de rénovation du Centre national d'orthopédie. Aujourd'hui, les travaux peinent encore à être achevés, alors que la direction du centre compte sur ce projet avec l'espoir que le CEDO sera doté aussi de nouveaux équipements et la qualification du personnel sera mise parmi les priorités du gouvernement. La semaine africaine des sciences a débuté ce lundi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'objectif est de promouvoir les sciences, la technologie, mais aussi susciter des vocations au niveau des jeunes et encourager l'orientation des filles vers les disciplines scientifiques. Le ministre de l'Enseignement supérieur a profité de l'occasion pour solliciter l'augmentation du budget accordé à la recherche et à l'innovation dans les universités guinéennes. Al-Selibari, Yacouba Traoré. C'est devant un parterre de ministres et d'étudiants qu'a été lancée la Semaine africaine des sciences. D'abord, le vice-recteur de l'université Gamal Abdel Nasser montre son indignation par rapport aux défis scientifiques auxquels sont confrontées les universités africaines. L'université contemporaine doit être porteuse de croissance économique et s'adapter non seulement aux besoins de nos sociétés, mais aussi aux besoins des usagers que sont les enseignants-chercheurs, les chercheurs et les étudiants. Pendant 5 jours, des panels, des expositions, des conférences et des ateliers scientifiques pour enfants vont être organisés. L'objectif, promouvoir les sciences, la technologie, mais aussi susciter des vocations au niveau des jeunes et encourager l'orientation des filles vers les disciplines scientifiques. Notre souhait est de voir se développer dans notre pays et plus largement au niveau du continent une recherche scientifique éthique, efficace et compétitive. Le renforcement des moyens accordés à la recherche et l'innovation en Guinée est fondamental, indique le ministre de l'Enseignement supérieur. Nous souhaitons, là, Monsieur le ministre d'État de la Justice, que vous soyez notre interlocuteur auprès du président de la République, que les moyens accordés à la science soient davantage renforcés, à la recherche soient davantage renforcés dans nos universités. À l'instar de la Guinée, 34 autres pays ont célébré ou célèbrent cette semaine africaine des sciences. À tous les participants et particulièrement les enseignants, je vous demande de saisir toutes les opportunités qui vous sont offertes pendant ces 5 jours afin de mieux outiller et profiter de l'immense savoir des scientifiques et chercheurs, des entrepreneurs présents à travers les panels et ateliers et conférences et expositions scientifiques. Et puis le Premier ministre qui a pris part à la cérémonie a d'abord visité les stands où sont exposées les inventions et les innovations, expression du génie des jeunes Guinéens. Il a ensuite exprimé sa volonté, celle du gouvernement, d'appuyer ces initiatives. Il est au micro d'Al-Seni Bari et de Yacouba Traoré. Le processus de délivrance de brevets pour ces innovations puisse être engagé avec l'appui du ministère. Et le gouvernement s'engage à appuyer toutes ces innovations pour que ça profite en termes de croissance à l'économie. Ça profite en termes de création d'emplois, en termes de création d'opportunités pour les Guinéens. Je suis très fier pour ce que j'ai vu et j'encourage tous les innovateurs et leur promets l'engagement du gouvernement à les accompagner pour que ces innovations ne restent pas belles.
Comme annoncé dans le titre, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée région Conakry ce lundi, Cellou Dalein Diallo, vient d'être réélu au poste de la vice-présidence de l'Internationale libérale à l'occasion du 62e congrès qui s'est tenu à Dakar. Ses militants lui ont réservé un accueil triomphal à son arrivée. Après son accueil à l'aéroport de Conakry, le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée s'est dirigé à son siège situé à la Minière. Ici, les militants et responsables du parti se sont fortement mobilisés pour la circonstance. Nous avons voulu démontrer dans ce pays que ce qui nous oppose à Michel Fakonde, c'est la politique. C'est sa politique de division. C'est sa politique d'injustice. Et Michel Fakonde, malheureusement, et ce gouvernement ont voulu transformer cette politique en un problème communautaire ici. Nous, on ne rentre pas dans les problèmes de communauté. Ici, nous avons la Guinée. Monsieur le Président, vous nous avez appris que vous vous battez pour faire de la Guinée une Guinée unie et prospère. La réélection du président de l'UFDG au poste de vice-président de l'Internationale libérale est une fierté pour les militants, a indiqué Cellou Dalein Diallo. J'ai reçu des félicitations, des encouragements de la part des autres partis libéraux d'Asie, d'Europe, d'Amérique latine et d'Amérique du Nord, et bien entendu d'Afrique. Et tous sont parfaitement au courant de ce qui se passe, du combat que nous sommes en train de mener, du travail que nous sommes en train de faire pour défendre les valeurs libérales. Les valeurs libérales, c'est la démocratie. Les valeurs libérales, c'est l'état de droit. Cette 62e session du Congrès de l'Internationale libérale a connu la participation de plusieurs chefs d'État et de formations politiques qui sont venus de l'Afrique et du reste du monde. C'était donc un reportage signé Macky So El Hadj Aliouba. Désormais, aucun étranger ne pourra acheter plus de 5 parcelles en Basse-Côte. Ce sont des propos tenus par le Kontigi de cette région côtière. El Hadj Serouna Souma l'a annoncé samedi à Dubreka au cours d'une rencontre avec des fils ressortissants de cette région côtière. Le Kontigi a aussi annoncé l'implantation de plaques dans toutes les préfectures de la Basse-Guinée. C'est pour, dit-il, rendre hommage aux héros de cette région qui se sont battus pour l'indépendance de la Guinée. Le reportage est signé Abdourahmane Ba Alseni Kamara. Le tambour retentit cette fois et le Kontigi peut maintenant s'adresser à ceux qu'il appelle à venir l'écouter. Vêtu de blanc dans son fauteuil de chef et à côté ses gardes du corps, et la Serouna Souma entame ses propos par un appel à l'union et à l'entente des fils de la région. Le temps est donné, le chef coutumier ne veut plus voir les fils de la Basse-Côte divisés. Ils doivent désormais regarder dans la même direction pour reconquérir, dit-il, leur honneur et dignité bafoués. Il s'en prend à ceux d'entre eux qui se livrent à la vente de leurs terres en privant leurs descendants des héritages. À ceux qui achètent, ils sont aussi mis en garde. Ceux qui disent qu'en Basse-Guinée, qu'il n'y a pas d'étrangers, c'est faux. Vous avez vu une région en Guinée où il n'y a pas d'étrangers? On dit que je parle de terre. Mais vous voulez quoi? Désormais, aucun étranger n'obtiendra plus de 4 à 5 parcelles. Ceux qui le font veulent nous chercher de chez nous. Aujourd'hui, nous avons fini de vendre nos terres en laissant nos fils et nos petits-fils dans la misère. Donc tout étranger qui possède des hectares en Basse-Guinée, je te le retire. Le Premier ministre Kasseri à droite, le médiateur de la République Mohamed Seydou Fofana à gauche, le Kontigi se sent bien entouré et ne veut pas rater l'occasion. Il va entonner une chanson pour rendre hommage aux fils de la région qui, selon lui, ont accueilli tout le monde chez eux. Le Premier ministre Kasseri Fofana n'a pas souhaité parler aux médias. C'est plutôt le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale qui va tenter de recadrer les choses. Quand on parle de la Basse-Guinée, ce n'est pas une affaire de sous-sous. La Basse-Guinée, pour nous,
c'est tous ceux qui sont sur le territoire de la Basse-Guinée, quelle que soit leur origine. Les propos du Kuntigi de la Basse-Côte continuent donc de faire des valses au sein de la classe politique guinéenne. Nombre de politiques ne sont pas du même avis qu'El Hadj Serouna Souma. Suivez. L'indignation est totale chez certains responsables politiques qui condamnent avec fermeté cette sortie médiatique du Kuntigi de la Basse-Côte. C'est le cas du député Kalemodou Yansane qui estime que de tels propos sont contraires aux valeurs républicaines. Il paraît que je viens de Cancan, mais je suis aujourd'hui de la Basse-Côte. Il paraît que chez nous c'était des mandés, c'est devenu aujourd'hui une terre sous-sous. Alors dire que tel est étranger, tel autre ne l'est pas, c'est être en porte-à-faux avec la loi. Le procureur de la République, le gouvernement, le président de la République doit veiller sur des dérives comme ça. Il paraît qu'aujourd'hui, les coordinateurs sont en train de faire des dérives. Et si les dérives continuent pour la paix dans la cité, il vaut mieux supprimer complètement cette affaire de coordination-là. À l'occasion du lancement officiel de ces activités, le parti Arena, dirigé par Dr Sékou Goressi Kondé, interpelle les acteurs de tous les bords à une prise de conscience face aux dangers qui guettent la Guinée. Il n'y a pas d'étrangers en Guinée. Celui qui est né en Guinée est guinéen. Celui qui est de père guinéen est guinéen. Celui qui est de mère guinéen est guinéen. Celui qui aime la Guinée est guinéen. Donc ne sortons pas de ce cadre historique fondamental et restons dans le cadre de l'unité nationale et discutons dans le sens de la compréhension mutuelle. Nous sommes un pays très riche, nous n'avons aucun droit d'être pauvres ou d'être considérés pauvres, à condition bien entendu que nous puissions faire la paix entre nous. Aucune ethnie n'est supérieure à une autre ethnie. Aucune ethnie n'est inférieure à une autre ethnie. Nous sommes Guinéens tout court. La cellule Balai Citoyen, dans un communiqué de presse numéro 053, condamne et met en garde contre les agissements de certaines coordinations régionales. Alpha Ouma Baldé et Abdoulaye Kamara ont tendu également le micro aux citoyens pour leur réaction sur les propos tenus par El Hadj Serouna Souma. Chaque jour, quand il est 15 h, comme un peu partout à Conakry, des fonctionnaires, des ouvriers et autres corps de métier se mobilisent dans ce café pour discuter des sujets brûlants de l'actualité sociopolitique du pays, histoire de passer du temps. Aujourd'hui, le débat porte sur les coordinations régionales. Actuellement, l'affaire de coordination, c'est devenu très politisé maintenant. Là. Et si vous voyez, on devait rester maintenant là, le sage. L'affaire de sage est mieux par rapport à la coordination. Tous les présidents de coordination font ça pour l'intérêt. Samedi dernier, El Hadj Serouna Souma, Kuntigi de la Basse-Côte, avait convoqué à Toumania dans Dubreka une réunion des ressortissants de la région. Une assemblée au cours de laquelle plusieurs dispositions ont été annoncées, dont, entre autres, l'interdiction pour tout étranger d'avoir droit de posséder plus de 4 parcelles de terrain sur le territoire de la Basse-Guinée. Une décision salutaire pour certains. Je suis très content pour ça. Il ne s'agit pas seulement de venir acheter les parcelles. Vous venez acheter les parcelles, laissez ça aussi en bois, allez se coucher en l'extérieur, c'est assez de clients. Quand le prix monte, vous commencez à revendre. Ça, c'est pas bon pour un pays. Mais tous ne sont pas de cet avis. Pour cet autre citoyen, ces décisions sont de nature à diviser les communautés. Il impute cette responsabilité à l'État avant de s'indigner de la présence du Premier ministre à cette réunion. Une coordination, ça concerne les communautés. Il n'y a pas l'État dans ça. Pourquoi appeler les premiers ministres viennent assister ça? Souvent, on prend la coordination plus sérieux par rapport à l'État. Beaucoup trop excentriques ou tantôt défenseurs des valeurs communautaires, les avis restent partagés sur la légitimité des coordinations régionales. Néanmoins, leur chef reste tant bien que mal écouté par les différentes communautés. Le contrôle citoyen de l'action publique, une thématique qui a réuni de nombreux représentants des États ouest-africains à Conakry. Chacun est venu partager mais aussi étaler ses difficultés dans le seul but de renforcer les capacités des organisations de la société civile qu'ils représentent. Djibril Bam, Abdoulaye Kamara, reportage.
Ils sont au nombre de 45 OSC venus des divers horizons. Leur point commun, identifier des aspects ayant permis la bonne marche du contrôle citoyen de l'action publique. Hassan vient du Niger. Là-bas, tant d'efforts, dit-il, ont été entrepris par la structure dont il représente. D'abord, à l'échelle locale, nous organisons dans les communes des séances de reddition publique des comptes. Nous encourageons les élus locaux régulièrement à procéder à des redditions publiques de comptes, notamment par le recours aux radios communautaires. Cet autre burkinabé, par ses initiatives, il participe à l'appropriation des données étatiques à ses concitoyens. Pas seulement. Comment, à travers la promotion des données ouvertes, arriver à engager les citoyens dans le contrôle de l'action gouvernementale. Voilà. Nous avons mené différents projets dans ce sens, notamment le projet sur le programme national de développement économique et social dans le cadre du suivi et évaluation de ce programme gouvernemental. Toutefois, les difficultés que rencontrent ces organisations de la société civile ne sont pas anodines. Certaines sont d'ordre financier, d'autres sont liées à l'accès à l'information et sans oublier le déficit infrastructurel. La difficulté d'accès à l'information, la perception biaisée ou le préjugé sur les actions de la société civile. Et les OSC ont beaucoup d'initiatives, beaucoup d'énergie, mais les ressources se raréfient. La deuxième préoccupation, elle est d'ordre structurel, dans la capacité de nos structures à être sur le terrain. Nous, à Transparency Niger, nous pensons que le travail doit commencer à la base, que nous ayons des citoyens conscients, des citoyens responsables. À l'issue des travaux, les participants devront adopter une méthodologie participative et interactive, procéder par la suite à une visite de terrain. L'importance de l'arbre dans la vie de l'homme et la problématique sur le changement climatique en discussion à Conakry, c'est l'Organisation pour l'éducation et de l'environnement en milieu scolaire et communautaire qui, à travers une conférence de presse, a convié les médias ce lundi à un échange. Mamadou Sadio Baldé, Amara Alexila. Nous avons une liaison harmonique entre l'arbre, le sol et l'eau. Conséquence, sans l'arbre, pas d'eau. Et sans eau, pas de vie, déclare le directeur national de gestion des catastrophes et des urgences environnementales. L'attrait physique, le rôle économique et social, l'arbre fournit tout à l'homme. L'arbre nous fournit ses fruits pour nous alimenter, donc pour nous nourrir. L'arbre nous fournit son ombre pour nous protéger. L'arbre alimente l'atmosphère à travers l'expiration, donc le rejet de la vapeur d'eau. Les destructions abusives sur des forêts comme celle de l'Amazonie, le bassin du Congo et les forêts de chez nous, il n'est pas exagéré de dire qu'un danger imminent approche. La baisse de la pluviométrie à Conakry est un signe annonciateur des catastrophes qui guettent nos populations. Habituellement, à Conakry, en Guinée, où il pleuvait près de 6 000 mm d'eau, les mois de juin à septembre. Aujourd'hui, à peine, on a 3 000 mm. Et tout cela est dû au changement climatique provoqué par l'effet de l'homme. Parce que nous, non seulement nous coupons nos forêts, parce que les forêts constituent un puissant puits de séquestration de carbone. Tout n'est pas pour autant perdu, mais faudrait-il que des hommes et des femmes se lèvent pour réparer les dégâts commis, redresser la barre et tenter de sauver le futur. La sensibilisation, l'information et la communication doivent être assurées en permanence. Éduquer les enfants, leur enseigner vraiment l'éducation environnementale afin qu'à leur tour, ils puissent vraiment sensibiliser les parents. Là, on aura préservé l'environnement à long terme. En attendant, les galeries forestières, les berges prennent une rude épreuve. Mais ça, seuls les spécialistes en savent quelque chose. Dans le même sillage, la Confédération africaine de football a retiré au Cameroun l'organisation de la CAN 2019 vendredi dernier. Pays hôte de la même compétition en 2023, la Guinée pourrait subir le même sort. C'est ce qui découle des réactions de la Fédération guinéenne de football et certains acteurs du sport. Nos reporters Abdoulaye Sadio et Aliouba les ont rencontrés. Suivez. Vendredi 30 novembre dernier, la CAF a officiellement retiré au Cameroun l'organisation de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui était pourtant prévue au mois de juin prochain. 3 jours après,
La Fédération guinéenne de football réagit. Le secrétaire général de l'instance dirigeante du foot dans le pays y va de son mot. Si la CAF, en toute responsabilité, a décidé, après plusieurs études techniques, que le Cameroun n'était pas à mesure d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations digne de ce nom, je pense que, personnellement, je n'ai pas de commentaires par rapport à ça. Le refus de la CAF de maintenir l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun risque de perturber le programme des futures compétitions, notamment celle de 2023 initialement attribuée à la Guinée. Sur la question, la position du colonel Akoy est claire. Mais si une décision de la Confédération venait à dire qu'on devait être décalé, moi je pense que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, on ne pourra qu'accepter. L'essentiel c'est quoi? C'est que tout le peuple de Guinée en tout cas est prêt à voir cette coupe jouée en Guinée. Les journalistes sportifs aussi sont pessimistes quant à la tenue de la CAN 2023 en Guinée. La Guinée a eu cette organisation alors que ce n'était même pas l'ordre du jour, donc je ne sais pas si on va pleurer ou quoi, mais toutes ces hypothèses sont possibles et à l'heure où on voit les choses, j'ai envie de dire que la CAN 2023 pourrait ne pas avoir lieu en Guinée. Vous avez vu même ce qui se passe en Guinée, ce n'est presque pas une priorité pour l'État guinéen. Se voir retirer l'organisation de la CAN 2023 serait une bénédiction pour la Guinée, qui n'a encore posé aucun acte concret allant dans le sens d'une volonté de réunir l'Afrique autour du cuir rond. L'université Roi Mohamed VI a remis des diplômes ce week-end à ses étudiants en fin de cycle en présence de leurs parents. Les récipiendaires ont reçu leur licence et ils s'engagent à s'investir dans le développement du pays. Les images d'Alceni Camara sont commentées par Idrissa Barry. Durant leur cursus académique, l'université Roi Mohamed VI, à travers ses différents programmes, a donné à ses étudiants la compétence du savoir-faire et du savoir-être. À l'occasion de cette cérémonie de remise, les autorités de cette institution d'enseignement supérieur privé du pays invitent ses diplômés à mettre cela en pratique dans leur vie professionnelle. Ne l'oubliez jamais, la marque Université Roi Mohamed VI est différente des autres. Elle est caractérisée par le sens élevé de critique, d'éthique, de probité, l'esprit d'analyse, l'excellence, la discipline, la rigueur et le professionnalisme. Quand vous avez ces diplômes, ce n'est pas pour aller travailler seulement à la fonction publique ou dans les entreprises, mais faire en sorte que vous pouvez faire quelque chose pour vous. Il y a des compétences. En créant des entreprises, au lieu d'aller ailleurs, allez rester dans l'eau. Au cours de cette remise, plus de 1200 étudiants dans les branches techniques et de la formation supérieure sont licenciés. Parmi ces lauréats, certains sont déjà en situation d'emploi, ce qui dénote de la qualité de l'enseignement dispensé au sein de cet établissement. Ce que je peux dire, parce que j'ai fait une branche technique, la qualité par rapport à moi, je dirais que c'était bien. Parce que par rapport à la pratique, ça s'est bien passé, parce que tout n'était pas théorique, quoi. Donc là, la pratique était là. Nous sommes prêts et alhamdoulilah, on a travaillé et on a pu être parmi les meilleurs, quoi. Oui, c'est un grand événement et je remercie tous nos parents qui sont venus nous applaudir et tous mes amis qui m'ont soutenu dans cette salle. Je remercie tout le monde, je suis très ravie. Dans son ambition de promouvoir l'excellence, la fondation de l'université Roi Mohamed VI a accordé une bourse d'un mois aux majors pour l'apprentissage de la langue anglaise en Sierra Leone dans l'université partenaire de Makeni. Voilà donc, mesdames et messieurs, comment s'achève cette édition d'information. Au cadrage pour vous, El Haj Aliouba était présent, la régie Mafata Sano et Lamine Silibé. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kabay de Francis Collet. Ne l'oubliez pas, l'info c'est au bout de votre doigt sur le www.espacetvguinée.info, partenaire de programme sur Espace TV, la télé de notre planète.